retrouve pour introduire ce nouveau vlog. On est le dimanche 26 février. Il est 13h32. Je reviens parce que je suis en train de bouffer ma lecture en cours papier. Je l'ai commencé, je crois, hier ou avant-hier. J'en suis déjà à la moitié. Il s'agit de Guild, donc c'est la saga d'Oren de Raven Kennedy chez Hugo Roman dans leur nouvelle collection Romantasy. Je vous dis, je crois que j'ai commencé il y a 1 ou 2 jours, même pas, et en fait j'en suis déjà à la moitié. Je suis en train de le bouffer. Donc pour vous parler de l'histoire, en fait on suit Oren, qui est une femme complètement changée en or par le roi Midas. Elle est sa favorite et donc elle vit en fait dans une cage dorée sur mesure faite par Midas. Tout dans le royaume est en or, hein, et donc cette femme elle-même est transformée en or. Le premier chapitre est assez spécial parce qu'en fait on est quand même sur une orgie. Voilà, je préfère vous prévenir. Oren assiste en fait à ces ébats sexuels en fait, hein. Elle voit Midas, qui est quand même l'homme qu'elle aime, en train de s'envoyer en l'air avec des pouliches. Voilà, on dit que c'est des pouliches, les femmes qui sont là pour servir les hommes sexuellement. Niveau d'image de la femme, on est vraiment très bien, là vous vous imaginez bien. On a quand même Oren qui se sent pas bien parce qu'elle voit quand même l'homme qu'elle aime en train de faire des choses avec d'autres femmes, donc c'est pas facile. Et à chaque fois il lui rabâche que elle a de la chance d'être dans sa cage, il l'a sauvée, voilà, elle a un statut que beaucoup envient, hein. Même la reine envie Oren d'être dans une cage dorée, ce qui est quand même dingue, hein, parce qu'elle est quand même dans une cage qui a une taille immense mais qui ressemble à une cage d'oiseau. Elle est dessinée d'ailleurs sur la couverture. Bah c'est choquant quoi, parce qu'on se rend compte en fait que le mec lui fait limite comprendre que il faudrait qu'il la remercie parce que elle est dans une très bonne position. Je vois pas en quoi c'est d'être dans une très bonne position quand en fait on ne peut jamais sortir de cette cage, que déjà le mec il l'a quand même transformé en or. On sait pas encore comment ce passage là s'est passé, même à la moitié du récit. J'espère que j'aurai une réponse à ma question qui est comment il a fait, et de deux, est-ce qu'elle a souffert en étant transformée en or, parce que c'est quand même un sujet assez intéressant. Et pour le moment j'en suis arrivée à la moitié. On nous parle pas de ça, mais il y a des moments, il y a des petits flashbacks en arrière sur comment ils se sont rencontrés les deux. Il lui fait comprendre que c'est sa favorite parce que tout simplement elle a son cœur, donc soi-disant il est amoureux d'elle, elle est amoureuse de lui, mais voilà, c'est une relation très toxique, hein, très spéciale. Il a des comportements Midas vis-à-vis d'Oren où il y a vraiment du manque de respect. Même leurs rapports sexuels pour moi ne sont pas corrects en fait. Il a des manières de faire, mais ça me... J'ai qu'une envie, c'est d'aller dans le roman, lui tirer 2 baffes et de ressortir. J'avais un peu de mal au début à comprendre comment Oren pouvait être amoureuse de lui, mais d'un autre côté il a eu l'image du sauveur pour elle, hein. Elle était dans la rue, elle crevait de faim, etc. Il est arrivé, il l'a sauvée, elle a failli se faire enlever, enfin voilà, franchement, du coup elle le voit comme son sauveur. Et elle ne peut s'empêcher d'être amoureuse de lui alors que pourtant il ne se comporte pas du tout comme un mec respectable, hein. Franchement il n'est pas correct avec les femmes, il a une manière de les traiter, ça m'énerve. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est qu'on a un univers assez intéressant qui tourne déjà autour d'Oren, hein, vraiment. Parce que c'est quand même curieux, une femme en or, hein, mais elle est vraiment exhibée comme un trophée. Il l'utilise vraiment comme un trophée auprès de lui. Il l'exhibe comme ça. Et on a quand même des complots, on a des guerres, des stratégies, parce qu'il y a quand même 6 royaumes, et les royaumes se font quand même la guerre. En fait on se rend compte que chaque roi a quand même un pouvoir. Il y a le roi Putride qui est capable de pourrir tout ce qui touche, il y en a un qui est capable de dupliquer les objets, et il y en a Midas qui transforme les objets en or. Enfin voilà, ils ont des pouvoirs. Pour le moment on n'en a vu que 3, mais je suis assez curieuse de voir la suite de cette histoire. Il y a juste, voilà, c'est assez compliqué parce qu'on a un aspect de la femme vraiment dégradant dans ce récit, donc ça m'énerve, mais l'histoire est prenante, franchement il n'y a pas de longueur, je vous dis, moi je le bouffe, et à chaque fois que je terminais un chapitre, je voulais lire la suite pour savoir ce qui allait se passer, donc je pense que je vais vraiment le terminer très rapidement celui-ci. Déjà je pense que je vais me poser cet après-midi pour l'avancer parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer, mais voilà, c'est assez particulier parce qu'on est sur une romance sombre, on est un peu sur une dark romance quand même, et on est quand même sur une relation toxique, où l'homme dégrade la femme en fait, la met comme un objet, la touche quand il a envie de la toucher, ne lui demande même pas si elle a envie, si... Ouais, c'est spécial, mais c'est prenant, donc franchement, pour le moment je passe un bon moment de lecture, alors que je la commençais avec beaucoup d'a priori, en me disant mais
Rien qu'avec le premier chapitre qui commençait en orgie, je vous cache pas, je me suis dit mais dans quoi j'ai mis les pieds? Mais c'est vraiment prenant. Concernant ma lecture audio, donc mon nouveau Stephen King que je commence un peu en avance parce que de base c'est celui du mois de mars, mais c'est pas grave, prenons ce qu'il y a à prendre. Il s'agit de l'Institut, voilà, qui me tentait énormément, que j'avais dans ma palle depuis bien 2 ans je dirais. Il est quand même assez gros, j'ai écouté pour le moment 74 pages parce que je l'ai commencé vers la fin de la semaine dernière parce que j'avais terminé juste avant Cujo. Je vais vous lire le résumé parce que je peux pas trop vous parler de l'histoire, j'en suis qu'au début donc c'est un petit peu compliqué. Bienvenue à l'Institut, quand les enfants y entrent, ils n'en sortent plus. Au cœur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent dans la maison de Luke Ellis, jeune surdoué de 12 ans, tue ses parents et le kidnappe. Luke se réveille à l'Institut dans une chambre semblable à la sienne, sauf qu'elle n'a pas de fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes cachent d'autres enfants, dotés comme lui de pouvoirs psychiques. Que font-ils là? Qu'attend-on d'eux? Et pourquoi aucun de ces enfants ne cherche-t-il à s'enfuir? Là, au niveau des 70 pages que j'ai écoutées, j'en suis déjà au moment où Luc, voilà, il a ses parents qui ont été tués, mais il ne le sait pas encore, et il a été kidnappé. J'en suis vraiment au tout début où il vient d'être kidnappé. On voit vraiment que c'est un enfant surdoué dans sa manière de faire certaines choses. Par contre, je suis un petit peu curieuse sur ce roman parce qu'il me fait un peu penser quand même à Dr. Sleep sur les enfants qui ont des dons psychiques. Alors après, pour le moment, l'Institut a l'air d'être très centré sur des individus surdoués, voilà, au niveau de l'intelligence très élevée, alors que Dr. Sleep ou Shining, c'était plutôt des personnes qui ont des dons de télépathie, etc., ou qui peuvent faire bouger des objets, donc je vais voir, j'espère vraiment que c'est complètement différent, parce que ça me perturberait de retrouver des éléments semblables dans les deux histoires, mais voilà, pour le moment je suis curieuse. Après par contre j'avoue, je suis en train de l'écouter en audio, parce que mes Stephen King, je les écoute tous en audio pour le moment. J'ai un petit peu du mal avec le lecteur, j'ai du mal en fait à différencier facilement les personnages parce qu'il fait pas forcément différentes voix, les intonations ne sont pas toujours bien faites, donc j'ai un petit peu du mal, c'est dommage qu'ils prennent pas toujours les mêmes pour les auteurs en fait, que par exemple celui qui a fait Shining et Dr. Sleep en lecture, pourquoi ils le prennent pas pour tous les Stephen King, parce que lui par exemple il était parfait. Là celui que j'ai là, j'ai un petit peu de mal, pourtant j'avais écouté l'extrait, c'était sympa, mais là... Quand je suis plongée dans le roman, c'est un petit peu plus dur, peut-être qu'il faut juste que je m'habitue à sa façon de lire. Mais voilà, pour le moment j'ai eu un petit peu de mal, d'ailleurs j'avais un peu de mal à me situer dans l'histoire, maintenant c'est bon, hein, j'ai fini par bien comprendre ce qui se passait. Donc je reviendrai vous en parler quand je serai arrivée à la moitié. Et j'ai eu une petite réception que j'attendais grandement. Il s'agit de Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco chez les éditions de Saxus, que j'ai pris du coup en hardback parce qu'il y a une jaquette. Vous savez que je ne craque que s'il y a une jaquette. Le livre est juste sublime, franchement. Moi je trouve qu'avec la tête de mort ça a vraiment de la gueule. Et la jaquette est très jolie aussi, elle est dans ma couleur préférée en plus, alors là je pouvais que craquer. La carte est dans les tons violets comme ça, c'est vraiment sublime, et le livre est violet, j'adore, ma couleur préférée. Trop trop beau, sublime. Franchement c'est vrai que ça serait beau dans une bibliothèque de mettre que les hardbacks comme ça, mais après moi c'est vrai que j'aime bien avec la jaquette, voilà, j'aime bien que ça soit tout ordonné, tout rangé, la maniaco-dépressive, bonjour. Mais voilà, en tout cas, c'est une histoire qui me tente énormément, je vais vous lire le résumé. Deux sœurs, un meurtre brutal, une vengeance qui déchaînera l'enfer et une romance enivrante. Emilia et sa sœur jumelle Vittoria sont des Straits, des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains, évitant d'être remarquées et persécutées. Un soir, Vittoria manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille. Peu après, Emilia découvre le corps de sa sœur bien-aimée, profané au-delà de toute croyance. Dévastée, elle entreprend de retrouver le meurtrier de Vittoria et de se venger à tout prix, même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite magie noire. Elle rencontre alors Colère, l'un des princes de l'enfer contre lequel elle a été mise en garde dans les contes de son enfance. Colère prétend être du côté d'Emilia, chargée par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont lieu sur l'île. Mais quand il s'agit des damnés, les apparences sont souvent bien trompeuses. Je suis super intriguée. Déjà, on me parle d'un dieu de l'enfer, de sorcières. Je ne peux que signer. Il me fait super envie, donc j'ai hâte de le découvrir.
mercredi 1er mars, il est 7h17 donc je vais aller au travail et je reviens parce que j'ai terminé ma lecture papier que j'ai bouffé littéralement je crois en 2-3 jours. Il s'agissait de Guild, donc c'est le tome 1 de la saga Dorine de Raven Kennedy chez Hugo Roman dans leur collection Romantasy. Et je vous le dis tout de suite, j'ai adoré ma lecture. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas aimé cette histoire. Il y a plus d'avis négatifs que forcément positifs. Il y en a d'autres, ils ont aimé mais il y a des choses qui les ont dérangés. Et je vous rassure, il y a beaucoup de choses qui m'ont quand même dérangé parce que ça reste un roman un peu particulier. On a de la haine envers Midas parce qu'on se dit mais mec, tu dis que t'es amoureux d'Orine, tu la regardes pas, tu la touches pas, tu l'exhibes juste comme un trophée. Mais à chaque fois Midas arrive bien à dire les phrases que veut entendre Orine, à lui dire que son cœur n'appartient qu'à elle, etc. Donc c'est un mec qui est vraiment arrogant, prétentieux, manipulateur. Enfin voilà, je ne l'ai vraiment pas du tout aimé ce personnage Midas. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer dans le livre et lui foutre de baffe. Orine, je l'aime bien parce qu'en fait, je peux comprendre en fait les sentiments qu'elle a envers Midas parce que il l'a sauvée, c'est son sauveur. Elle était avant dans la rue, elle était en proie à être livrée à d'autres hommes. Et il l'a sauvée, donc c'est son sauveur, ça a été sa première relation aussi sexuelle. Donc elle a un attachement très particulier pour Midas, elle ne se rend pas compte que c'est pas de l'amour qui lui porte, c'est plutôt de la possessivité, de la jalousie maladive, parce qu'il ne supporte pas que les gens touchent Orine, les gardes n'ont pas le droit de la toucher, personne n'a le droit de la toucher, sauf Midas, donc c'est quand même particulier ce genre de relation. On a énormément de retournements de situation dans cette histoire, c'est ce qui a fait que je l'ai adorée, c'est qu'il n'y a pas du tout de temps mort. En fait, je m'arrêtais parce qu'il fallait que j'aille dormir, je m'arrêtais parce qu'il fallait que j'aille travailler, mais je pense que j'aurais bouffé en une journée tellement l'action, elle est présente, elle monte en intensité. On découvre en fait que chaque roi dans cet univers a un pouvoir, donc on a le roi Midas qui a le pouvoir de changer les objets en or, on a un roi qui est capable de dupliquer les objets. On a un roi qui s'appelle le roi Putride qui, tout ce qui touche pourrit et meurt. Donc voilà, chaque roi en fait a des pouvoirs. On n'a pas encore vu tous les rois dans ce premier tome, on en a déjà vu 3. Et moi je trouve ça super original et intéressant. Tout se passe bien pour Orine, hein, donc elle est dans sa cage dorée, aucun mal ne peut l'atteindre jusqu'au jour où la politique entre en jeu. Et Orine va devoir faire un voyage pour retrouver Midas quelque part. Mais le voyage ne va pas se passer comme prévu, il va y avoir des péripéties et elle va se rendre compte en fait que finalement c'est vrai que dans sa cage dorée, elle était peut-être pas en liberté, mais elle était en sécurité. Je m'arrête là au niveau du résumé, par contre, même si l'action est vraiment très présente, je préfère vous avertir sur le fait qu'il y a d'énormes trigger warnings dans ce roman et je pense que Hugo aurait dû, selon moi, mettre un petit interdiction au moins de 18 ans ou alors un petit trigger warning en mettant attention scènes violentes, etc. Parce qu'on a des scènes de violence physique, morale, hein, la personne est rabaissée, la personne se fait ruer de coups et surtout le plus gros, on a une scène de viol très décrite. Autant l'orgie, bon c'est spécial, mais les femmes ont l'air d'être consentantes dans leur rapport, hein. D'ailleurs plus d'une fois elles disent qu'elles aiment avoir des rapports avec Midas, mais par contre cette scène-là n'est vraiment pas une scène de consentement, c'est bien un viol. Un des personnages qui assiste à cette scène le dit d'ailleurs, dit bien le mot viol, donc je préfère vous alerter parce que moi je sais que ça c'est un de mes triggers, et j'étais très mal durant cette scène, j'aurais dû la passer quelque part, mais je me suis dit non mais non, je pense pas qu'elle va aller à ce point à détailler, bah si. Donc je préfère vous prévenir parce que moi du coup j'étais très mal durant ce passage. Honnêtement j'avais mal au cœur, j'avais presque envie de pleurer parce qu'on ressent la détresse de cette personne qui subit ça. C'est une humiliation en plus qu'elle subit en plus de l'agression. Donc c'est très éprouvant. Et pourquoi vous allez me dire mais attends tu dis que ça t'a mis très mal et t'as adoré cette histoire. Je vous explique pourquoi parce que ça peut paraître bizarre. Cette scène pour moi elle peut se produire dans l'histoire dans le sens où on a une époque de la royauté et c'est vrai qu'à l'époque des rois et des reines, même en temps de guerre normale, même à notre époque actuelle, le viol reste une arme en fait, reste
une brutalité qui est vraiment répandue lorsqu'il y a une guerre, hein, les femmes subissent ce genre de choses. Et ça me paraît cohérent avec ce qui se passe dans l'histoire. Par contre, pour moi, elle n'était pas obligée, l'autrice, de donner autant de détails. Pour moi, elle aurait pu simplement dire que la personne, voilà, se faisait violer. Déjà, rien que de dire le mot, c'est... On se fait déjà le film, on sait assez ce qui peut se passer quand il y a un viol. Mais de là, donner les détails, les positions, la fille, ce qu'elle ressent dans l'état où elle est, c'est limite. C'est très très limite. C'est pour ça que je suis surprise. C'est vrai que Hugo Roman ait publié cette histoire parce que on n'est pas trop dans de la romantaisie, on est sur de la dark romance quand même. Ne serait-ce que pour une relation vraiment mauvaise entre Midas et Aurine, une relation toxique. Mais surtout une scène de viol comme ça, sans qu'il y ait marqué un message d'alerte, ni derrière, en fait, ça me dérange. Là, par contre, ça me dérange parce que on pense se lancer dans une histoire, une romance, voilà, avec des rois, des reines, machin et tout, mais on s'attend pas forcément à avoir une scène de viol. Donc voilà, c'est mon message d'alerte. Ne mettez pas ce livre entre toutes les mains, surtout, s'il vous plaît. Et si c'est quelque chose qui vous trigger, c'est une scène qui arrive vers la fin, je vous préviens, comme ça au pire, si vous voulez lire le roman et que vous voyez que la scène commence à arriver, vous la switchez, vous faites pas comme moi, vous ne la lisez pas. Mais voilà, sinon j'ai adoré ce livre. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas aimé ou je l'ai pas beaucoup aimé parce que j'étais obnubilée par l'histoire, j'avais envie de savoir ce qui allait arriver à Aurine. Aurine, il y en a beaucoup qui l'ont pas aimé, et ben moi je l'ai adoré parce que c'est une fille qui est battante malgré le fait que c'est un petit oiseau en cage. Elle se laisse pas faire, elle est bienveillante envers des personnes quand même qui sont pas très sympas avec elle, même dans son entourage. Donc moi je l'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage, à aucun moment elle se laisse faire. À aucun moment elle laisse tomber les autres, alors que franchement, vu le comportement qu'elles ont envers elle, elle pourrait les laisser dans leur merde. Et bah non, parce qu'en fait, elle pense aux autres. Et du coup, j'ai vraiment aimé ce personnage, j'avais envie de savoir ce qui allait lui arriver. Il y a juste cette scène, pour moi, qui fait que du coup, ce n'est pas un coup de cœur, parce que je pense que elle nous l'aurait dit sans le détailler, ou même elle n'aurait pas mis cette scène, ça aurait pu être un coup de cœur. Le problème, c'est que c'est tellement un trigger pour moi, ça m'a tellement brassé, ce passage, que je peux pas dire que c'est un coup de cœur parce que ça m'a mis mal à l'aise. Et quand quelque chose me met mal à l'aise ou quoi, voilà, ça a fait baisser la note du coup parce que je pense que ce genre d'événement, encore une fois, peut être suggéré sans être détaillé à ce point-là. C'est mon avis. Mais sinon, j'ai adoré cette lecture. J'ai hâte de lire les autres tomes. J'espère par contre qu'il n'y aura pas d'autres scènes comme ça parce que ça m'embêterait beaucoup. Mais voilà, c'est un 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et du coup, je valide une autre catégorie du challenge Romantasy Nina. Celui-ci, j'avais mis dans Enemies to Lovers. Même si celui d'avant, Witch and Gold, j'avais mis aussi dedans. Je rajoute celui-ci parce que c'était celui qui était prévu de base. Et maintenant, je m'attaque à la catégorie créatures surnaturelles avec ma nouvelle lecture papier qui est Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova chez les éditions Big Bang. Je l'ai commencé hier, j'ai lu 42 pages, donc c'est pas grand chose. En gros, on suit Luella qui est une jeune femme de 19 ans qui vit avec ses parents. Elle est un peu la soigneuse du village, elle est un peu herboriste, hein, elle manipule les plantes, etc. Et elle soigne toutes les personnes qui sont malades dans le village. Les personnes sont atteintes d'une maladie qu'on appelle un peu la faiblesse, c'est-à-dire que les gens qui atteignent à peu près 140 ans, etc. commencent à décéder, ce qui n'était jamais arrivé puisqu'il y a un pacte avec les elfes où tous les 100 ans, le village offre une épouse, une future reine mortelle, une vraie reine humaine, à un elfe, au roi elfe, pour faire que tout se passe bien et du coup le village se porte plutôt bien. Mais là, le village commence à avoir des faiblesses parce qu'en plus, ils ont du mal à identifier la jeune fille qui a de la magie puisque celle qui devra épouser le roi elfe est la seule fille du village à avoir de la magie. Et c'est pour ça qu'il y a des gardiens qui sont là pour surveiller les jeunes filles pour voir si elles commencent à montrer des dons particuliers. Sauf que cette fois-ci, c'est compliqué, ils n'arrivent pas à la trouver, ils ne savent pas ce qui se passe. On le devine facilement à la couverture, au résumé, hein, je vous cache pas, même moi là j'ai déjà deviné, ça va être Luella. Donc Luella va devoir partir avec le roi elfe pour aussi bien protéger les siens d'un mal qui rôde autour d'eux que le monde des elfes. Là je vous ai fait le résumé de ce que j'ai lu, de très peu que j'ai lu, et le résumé de derrière. Donc je reviendrai vous en parler quand je serai arrivée à la moitié. Pour le moment, écoutez, c'est pas mal. Je trouve que c'est plutôt bien décrit.
La plume de l'autrice me convient, donc je reviendrai vous en parler un peu plus quand j'en serai arrivée à la moitié. On est le samedi 4 mars, il est 7h53. Je vous retrouve assez tôt parce que ce week-end on part avec mes parents, ma soeur et son copain et mon mari. On retourne au safari de Peaugres, qui est un zoo où j'ai été faire mon EVJF, donc je suis super contente d'y retourner. En fait, pendant cette période, ils mettent des illuminations le soir, ils ouvrent à midi. Donc là, on va partir pour faire de la route parce qu'on a bien 2h30, 3 heures de route, en comptant les pauses. Et demain, on va voir la construction du facteur cheval. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous laisserai regarder sur internet sinon. Et faire une petite visite de chocolaterie. Tout ça, vous ne le verrez pas du coup dans ce vlog lecture parce que j'ai peur qu'il soit trop long. Vous le verrez dans le suivant. Mais je reviens ce matin pour vous parler de ma lecture audio en cours. Donc c'est l'Institut de Stephen King parce que j'en suis enfin arrivée hier à la moitié. C'est une lecture au début où je vous disais que j'avais du mal avec le lecteur, sa voix. Ça s'est amélioré, je pense que c'était peut-être juste le début qui s'habitue parce qu'après il fait vraiment très très bien des voix différentes, que ce soit la voix d'un vieil homme que d'une petite fille. Là-dessus je peux pas dire. Franchement, il lit très bien, c'était juste peut-être le début, le temps d'adaptation. Ça a duré même pas un chapitre hein, pour vraiment que je me mette dedans. Donc sa voix, elle va très bien. Au niveau de l'histoire, donc on suit Luc qui a 12 ans. Luc est très très intelligent au point que même il a été accepté dans 2 écoles différentes. Il va se coucher, tout va bien, et durant la nuit, il se fait kidnapper et ses parents sont sauvagement assassinés. Il se réveille à l'institut, dans une chambre qui ressemble comme la sienne. Il manque sa fenêtre, mais sinon c'est sa chambre, il y a ses affaires, il y a tout exactement comme s'il était chez ses parents. Et il se rend bien compte que ses parents ne sont pas là, qu'il ne sait pas où il est. Il va faire la connaissance d'autres enfants qui sont également dans cet institut. Hein. Ça va de l'âge à peu près de 6-10 ans à des personnes qui ont 16 ans. Et en faisant la connaissance d'autres enfants, notamment Kalisha, une jeune fille, elle lui explique qu'il arrive à l'institut et que l'institut c'est un endroit où on fait des tests sur les enfants surdoués et qu'ils viennent soit TP soit TK, c'est-à-dire soit ils font de la télépathie, soit ils font de la télékinésie. Kalisha est une TP, donc c'est-à-dire qu'elle est capable de lire dans les pensées des gens, et ce sont des tests qu'on fait aux enfants assez compliqués, hein. Ce sont des exercices avec des images, on leur fait des injections, on les met dans de l'eau froide, voilà, c'est vraiment de la torture, clairement de la torture. Heureusement les scènes ne sont pas trop hard, mais il y a de la violence quand même faite aux enfants, psychique et même physique quand même, hein, parce que s'ils commencent à se rebeller, on n'hésite pas à leur mettre une claque dans la tronche. On leur fait croire qu'ils servent le pays. Pour le moment, c'est ce qu'on nous fait croire, hein, qu'ils sont à l'institut pour servir le pays, et qu'à l'issue de différents tests, ils rentreront chez eux retrouver leurs parents. Ce qui est assez drôle, puisqu'en fait, nous, on le sait, les parents sont morts. Donc je ne pense pas qu'ils retournent voir leurs parents. Les enfants, s'ils se comportent bien, ils ont le droit à des jetons qui leur permettent d'acheter des petites sucreries, des petits plaisirs. Ils ont le droit quand même de sortir, hein. Leurs chambres ne sont pas fermées à clé, mais ils ne peuvent pas s'évader de cet institut. On leur fait comprendre que tant qu'ils sont à l'avant de l'institut, tout va bien, mais dès lors qu'ils vont passer à l'arrière, comme les précédents enfants qui étaient là avant Luc et même avant Kalisha, dès qu'ils passent à l'arrière, on ne les revoit plus. On ne sait pas ce qu'ils deviennent, on sait juste que les tests sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus compliqués. Mais voilà, en tout cas c'est une histoire où je suis légèrement déçue, tout simplement parce que comme je vous le disais, j'avais peur que ça ressemble à Dr Sleep sur un point, et c'est le cas parce que dans Dr Sleep on fait face à des personnes qui sont capables de lire dans les pensées, qui sont capables de déplacer des objets, qui sont en fait ETP, ETK, qui sont capables de faire plein de choses. Et là du coup je retrouve cet élément dans l'institut, du coup ça me dérange parce que j'ai l'impression de revoir du déjà vu. C'est un peu ça qui est dommage. Après, je pense que ça va être quand même original parce que voilà, on est dans un institut et on nous fait comprendre par le biais d'un personnage que ça fait des années et des années hein, qu'ils font ça. Donc ça veut dire que ça fait des années qu'il y a des enfants qui sont enlevés et qu'on ne sait pas ce qu'ils deviennent et ils finissent à l'institut. J'attends de voir la deuxième partie un petit peu où Stephen King va nous mener parce que je me pose quand même plein de questions. Est-ce que c'est vraiment le gouvernement qui fait ça? Mais ça me paraît très dingue. Est-ce que c'est pas plutôt d'autres personnes qui veulent vendre le fait qu'on peut faire des petites armées d'enfants télépathes et qui font aussi de la télékinésie pour servir une armée? Voilà, je me pose plein de questions. Pour le moment, j'ai aucune réponse. On suit juste Luc qui essaye tant bien que mal de s'en sortir et surtout qui essaye à un moment donné de s'évader. Donc j'en suis à cet événement-là.
J'attends de voir comment ça va se dérouler, mais pour le moment c'est une lecture, comment dire, j'aime bien, mais je suis presque à... En fait, l'histoire est bien, mais ça me fait plus tendre vers un sans plus, donc vers un 2 sur 5 dans le sens où c'est du déjà vu. Le fait est que j'ai déjà vu Stephen King aborder le sujet des enfants surdoués qui sont capables quand même de faire déplacer des objets, de lire dans les pensées, étant donné que j'ai tellement adoré Dr. Sleep et qu'il y avait cet élément-là, bah j'ai l'impression en fait que on prend quelque chose qui a fonctionné, on le remixe légèrement et on nous le ressort et ça j'ai un peu du mal donc voilà, je reviendrai vous en parler quand j'aurai terminé dans le prochain vlog lecture. Mais pour le moment, c'est en demi-teinte pour moi parce que la lecture est sympa. Je pense que je n'aurais pas lu Dr. Sleep et que du coup, c'est une nouveauté pour moi, les TP et les TK, ça aurait pu me plaire. Le problème, c'est que j'ai déjà vu cet événement dans Dr. Sleep. Donc pour moi, il s'est un petit peu répété, c'est dommage. Pourtant, celui-ci n'est pas sorti il y a très très longtemps, mais voilà. Je reviendrai vous en parler dans le prochain vlog lecture. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des romans que vous avez lus, ce que vous en avez pensé, est-ce qu'il y en a qui vous font envie. Sinon, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire comme d'habitude avec un émoticône lié au sucre, hein, un cookie, une glace, un bonbon, etc. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!